Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je me présente, Jean-Michel Gilly. Je suis natif du Lauzet. Amoureux de mon village, je travaille depuis plusieurs années à découvrir son histoire et celle de ses habitants, les Lauzetans. Je vous invite dans ce petit film à découvrir une partie de l'histoire de mon village au travers de son plus beau joyau, j'ai nommé le lac du Lauzet. Le lac du Lauzet, un lac beaucoup plus grand que celui que nous connaissons aujourd'hui. Pour commencer, je vais vous montrer deux petites photomontages. La première vous montrant le lac tel qu'il devait être et la surface qu'il occupait avant son abaissement. Et la deuxième photo, toujours une vue aérienne du lac tel que nous le connaissons de nos jours en 2022. Je vais donc commencer ma présentation par une présentation assez commune et assez générale du lac du Lauzet. Le lac du Lauzet est un lac d'origine glaciaire qui occupait une surface 2 fois plus grande que celle que nous connaissons aujourd'hui en 2022. Le livre de M. Delebecq André, ingénieur des ponts et chaussées et intitulé Le lac français, nous donne quelques valeurs chiffrées et vérifiées sur les caractéristiques du lac avant son abaissement. M. Delebecq s'appuie sur un relevé topographique effectué le 16 mai 1898 par un Lauzetan, M. Escahavi, conducteur de travaux travaillant aux ponts et chaussées du Lauzet. Oui, aux ponts et chaussées du Lauzet. En 1898, M. Delebecq nous indique que le lac du Lauzet occupe une superficie d'environ 3 hectares et que sa profondeur maximum est de 6,80 mètres. Les mesures topographiques complémentaires nous indiquent que la profondeur du lac avant son abaissement était d'environ 23 mètres. Pour avoir une bonne idée du lac à son origine, imaginez la surface du lac actuel que vous connaissez, la même surface 16 mètres plus haut. Impressionnant, non? Afin de permettre aux contemporains que nous sommes de tenter d'imaginer le lac tel qu'il devait être à son origine, il y a deux choses importantes à savoir. La première des choses, c'est que le passage actuel de l'ancienne voie ferrée sous le pont de la route départementale est artificiel. Cette gorge n'existait pas avant les travaux de la voie ferrée, ni même le remblai lui-même de la voie ferrée. Une photo illustre très bien la topographie du terrain à l'entrée du village en 1900, quelques années avant l'ouverture de la route de la vallée qui a eu lieu en 1848. Cette photo se trouve dans le livre de André de Réparaz intitulé « Les campagnes de l'ancienne Haute-Provence » en pages doubles 12 et 13. Sur cette photo que vous voyez, elle est datée de 1900. On aperçoit à gauche au premier plan le bâtiment qui deviendra plus tard le parking de l'Hôtel de France, parking abrité dans un bâtiment, parking couvert dirons-nous, et on aperçoit également au centre, au fond de la photo, la toute nouvelle gendarmerie construite en 1900. La deuxième chose importante à savoir, c'est que la surface du lac était 2 fois plus grande que celle que nous connaissons actuellement. Essayons maintenant de découvrir le lac et son évolution au cours des siècles. Pourquoi, quand et comment le lac du Lauzet a-t-il été partiellement vidé? Vous aurez certainement entendu des tas d'histoires comme moi qui demeurent plus de la légende que de la réalité. Un bagnard qui aurait creusé la galerie s'il se sortait vivant de ces travaux herculéens aurait eu la vie sauve. J'en passais des meilleurs. Pour ma part, le seul document que je connaisse et qui apporte des réponses sur les mystères de cet abaissement du lac est une retranscription d'un document des archives paroissiales du Lauzet écrit par le curé Plaisant. Je me suis permis d'effectuer quand même quelques recherches dans les recensements du Lauzet pour tenter de vérifier la véracité des récits de cette archive paroissiale, et les deux personnages principaux cités dans cette retranscription ont bien existé et apparaissent dans les recensements pour la période citée dans le document. Dans cette transcription, le curé Plaisant explique qu'à son arrivée dans la paroisse en 1854, un dénommé Jean-Baptiste Vigne lui a expliqué les conditions et la période du percement qui daterait du XIIIe siècle. Je reprends ci-dessous la transcription. Ouvrez les guillemets. C'est un Anglais nommé Ancrane
qui, dans le XIIIe siècle, voulant dessécher le lac, prit le niveau du fond du côté de l'Ubaye et puis commença les travaux. Mais la commune s'étant ravisée, à l'effet de conserver un petit lac pour l'agrément du pays, l'obligea à remonter plus haut son aqueduc, d'où qu'il résulta 2 cascades qu'on remonta dans le conduit, lesquelles se trouvent vers l'endroit où le terrain le plus élevé. On y remarque des puits de distance en distance. Nous y sommes descendus nous-mêmes par un des puits du côté du lac et nous avons parcouru l'aqueduc jusque dans la première cascade. Il est presque tout pratiqué dans le rocher, ce qui a dû joliment donner du travail avant l'invention de la poudre. On dit que c'est le même Ancrane qui a pratiqué un chemin conduisant à la Gourette et qui se trouve à travers le rocher au-dessus du hameau des Herbesses. Avant cette époque, l'écoulement du lac avait lieu par la Fombasse et les Sagnes. Point, fermez les guillemets. Il me semble désormais que seule une exploration de l'aqueduc, qui existe toujours, permettra d'obtenir plus de certitude sur la période, les méthodes et le tracé exact de cet aqueduc. J'ai tenté de proposer à la commune de faire réaliser cette exploration par des amis spéléologues, mais cette proposition n'a pas donné lieu à une réponse de la commune. Je reste cependant convaincu que l'exploration de cet aqueduc représente une très haute valeur historique et patrimoniale pour le village et devrait s'inscrire au classement du patrimoine du village. Un autre document, avec 2 plans, adressés à M. Vauban et datés de 1693, sont très intéressants, en termes de données fiables, puisque ce sont des documents militaires, sur le Lausée à l'époque, 1693. Malheureusement, la précision apportée dans ces relevés ne porte pas précisément sur le lac. Cependant, il me semble qu'à la lecture de ce plan, notamment le côté ouest du lac, ce dernier semble déjà être abaissé. D'autres ouvrages traitent également du percement de l'aqueduc en y apportant quelques détails qui se recoupent en partie avec la transcription ci-dessus du curé Plaisant et avec la réalité du terrain. On y trouve notamment une longueur d'aqueduc annoncée de 120 mètres. Dans son livre La vallée de Barcelonnette, édité en 1900, François Arnaud y cite un dénommé Vigne comme réalisateur de l'aqueduc et laisse comprendre que la période de percement serait vers 1600. On voit bien que entre la transcription qu'a pu faire le curé et les ouvrages qui ont été écrits derrière, notamment celui de François Arnaud, on y retrouve bien le dénommé Vigne, mais cette fois-ci entre le narrateur, il est devenu réalisateur de l'aqueduc. Donc ces différents documents sont à prendre un petit peu plus avec de la hauteur par rapport à la retranscription des archives paroissiales. Il y a un autre ouvrage qui s'intitule Voyage dans la vallée de Barcelonnette par C. de Villeneuve de Bargemont. Dans cet ouvrage, on y cite une longueur d'aqueduc de 120 mètres et une durée de travaux de 7 ans. Donc on retrouve bien cette longueur de 120 mètres dans 2 ouvrages. Pour avoir mesuré sur un plan à l'échelle, ça me paraît correct et proche de la réalité. Dans ce deuxième ouvrage, il est évoqué une durée de travaux de 7 ans. Cette valeur vaut ce qu'elle vaut. Voilà pour ce qui est des informations de notre aqueduc et des différents documents qui en traitent. Je reste donc dans l'évocation d'ouvrages littéraires pour me permettre la transition vers un nouveau chapitre qui est celui de la pêche dans le lac du Lausée. Même si aujourd'hui la pêche dans le lac est un loisir, cela n'a pas toujours été le cas. Le lac a représenté sans nul doute une ressource importante pour les habitants, nourriture et herbage des sagnes. Le premier ouvrage dont je vais vous parler aujourd'hui aborde de manière très lointaine le sujet du lac du Lausée au travers de ses carpes. Cela peut vous faire sourire, je n'en doute pas. Mais savez-vous que cet ouvrage est mondialement connu? Il s'agit du livre Les Misérables, écrit par Victor Hugo. Pourquoi, me direz-vous? Quel rapport avec Les Misérables de Victor Hugo et le lac du Lausée? Bien tout simplement parce que Victor Hugo écrit dans cet ouvrage
sur les fourneaux cuisaient 2 grosses carpes du lac du Lozé. Voilà donc un extrait qui met l'eau à la bouche, si on peut dire. Voilà une bonne occasion de se replonger dans cet ouvrage de Victor Hugo. Outre Victor Hugo, les carpes ont bien marqué une période de l'histoire du Lozé. En effet, lors de mes travaux de recherche, j'ai découvert dans un document la trace d'un hôtel qui portait le nom de la Carpe d'Or, hôtel du Lozé. A-t-il existé? Où était-il situé? Impossible de répondre de manière certaine à cette question. Mais une amie, Agnès Pignatel, m'a fait parvenir la photo d'un vieux tableau qui se trouve dans la maison familiale. Il représente le lac du Lozé et le village avec une carpe énorme qui surgit du lac et qui fait peur à un jeune personnage. Ce tableau est-il en rapport avec cet ancien hôtel? À ce stade, nous ne le savons pas. Laissons quelque peu les carpes pour aborder au travers de différents documents, délibération du conseil municipal, archives, récits, la pêche au lac du Lozé. Parmi les sources qui vont suivre, 3 sont issues du travail d'un homme passionné d'histoire et qui a beaucoup écrit sur l'histoire du Lozé. J'ai nommé Georges Mantois. Le premier, que vous allez pouvoir lire avec moi, s'intitule La pêche au lac du Lozé. À la veille de la Révolution, le lac du Lozé faisait déjà parler de lui. Le 3 octobre 1788, François d'Herbès, avocat, alors premier consul voulant dire le maire, de la communauté d'habitants du Lozé, avait réuni son conseil pour entretenir des mauvaises conditions dans lesquelles s'exerçait la pêche dans cette pièce d'eau, considérée de tout temps comme faisant partie du patrimoine communal. L'usage des nasses, malgré son interdiction, était constant et généralisé, et les pêcheurs vendaient le poisson à la population du village à des prix arbitraires, alors que le prix de vente de ce poisson aux habitants de la commune avait fait l'objet d'une taxation. On voyait même des étrangers venir pêcher au lac de manière habituelle. Ces pratiques avaient pour résultat que les gens du pays n'avaient pratiquement pas la possibilité d'accéder à ce poisson. Sur la proposition du premier consul, il fut alors décidé de lancer une adjudication en vue d'affermer tant les herbages du quartier des Cénises, comprenez les sagnes, que le droit de pêche dans le lac. Le concessionnaire devait maintenir, comme dans le passé, le libre accès au lac à tous les habitants du village pour le rouissage du chanvre et pour la chasse aux canards et autres oiseaux de passage. Il devait d'autre part s'engager à fournir à tous les habitants du Lozé qui souhaitaient s'approvisionner du poisson du lac au prix de 6 sols la livre, et ce, sous peine d'une amende. Il devait enfin prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer le repeuplement du lac. Les consuls avaient reçu mandat du conseil pour fixer les conditions de l'adjudication de façon à assurer à la communauté le versement d'une rente suffisamment consistante pour renforcer les finances locales plutôt dépourvues de ressources. Écrit par Georges Mantois en 1988. Les années passèrent. L'anarchie qui régnait intérieurement n'avait toujours pas cessé. Au mois de décembre 1793, quelques citoyens du Lozé saisissaient la municipalité d'une demande d'interdiction totale de la pêche dans le lac, aussi bien la pêche à la nasse que la pêche à la plate. La plate n'étant autre chose qu'une barque à fond plat. Tout cela de manière à endiguer le dépeuplement du poisson. La même requête visait également à interdire l'usage des radeaux qui pour l'époque était cause de multiples accidents. Aucune suite ne devait être donnée dans l'immédiat, tout au moins, à cette démarche. Bien plus tard, au mois de mai 1801, la question de la pêche dans le lac du Lozé revenait sur le tapis. La commune du Lozé, lourdement endettée, devait rechercher les moyens de parer à ses difficultés financières. Parmi ceux proposés par le conseil municipal, figurait l'institution d'une sorte de formule coopérative, partant de la constatation que la pêche dans le lac, quoique ouverte à tous les habitants, se trouvait en fait pratiquée par un nombre restreint d'entre eux qui en tirait un revenu considérable tout en n'en faisant bénéficier aucunement l'ensemble de la commune qui était pourtant la véritable propriétaire du lac.
Le Conseil décida alors de fixer à 150 francs la cotisation annuelle globale à verser par les pêcheurs, au mois de juillet-août entre les mains du percepteur communal. Cette cotisation devant être répartie entre les différents usagers, au prorata du nombre d'engins de pêche utilisés, lignes ou nasses. Le défaut de paiement par le pêcheur de sa quote-part de cotisation devait entraîner le versement d'une amende de 50 francs et la confiscation de ses engins de pêche ainsi que du poisson pêché frauduleusement. Il était précisé que la pêche au filet était seule prohibée et qu'il ne devait pas être placé de nasse dans les jaunes du citoyen Régnier, notable du village, sous peine d'une amende de 12 francs et de la confiscation des nasses et des filets. Je vous lis donc un petit extrait d'un jugement. Que, par aucune possession quelconque, les habitants n'ont pu prescrire le droit de pêcher dans les dites eaux, puisque l'article 18 précité a aboli toute coutume et possession contraire antérieure à l'ordonnance et que, postérieurement, tout fait de pêche étant un délit n'a pu former titre en faveur des habitants, un délit ne pouvant jamais conférer le droit de le commettre de nouveau. Attendu dans l'espèce que, quoiqu'il résultât d'un procès-verbal régulier non attaqué du 19 avril 1827, que Jean-Joseph Manchois pêchait avec 4 lignes dormantes dans le lac appartenant à la commune du Lauzet, sans être fermier de la pêche ni pourvu de licence. Le tribunal de Barcelonnette, devant lequel le dit Manchois fut traduit pour être condamné aux peines de l'article 18, l'avait néanmoins relaxé d'instance par jugement du 6 juillet 1827. Sur le double motif que l'administration forestière n'avait aucune surveillance sur les eaux des communes et que d'ailleurs les habitants de la commune du Lauzet, ainsi que l'avait attesté le maire dans un certificat, avaient toujours joui, sans trouble ni empêchement, de la faculté de pêcher dans le dit lac du Lauzet à la ligne dormante. Que sur l'appel de ce jugement devant le tribunal de Digne, il fut confirmé purement et simplement le 29 mai 1828. Attendu que par ce jugement, le tribunal de Digne, s'étant approprié les vices de celui de la première instance, a manifestement violé l'article 12 au titre 24 de l'article 18 au titre 25 de l'ordonnance de 1669. Pour ces motifs, la Cour casse et annule le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Digne le 29 mai 1828. Le lac du Lauzet et ses lavoirs. Je vous parle ici des 2 lavoirs qui étaient liés au lac, car utilisant les eaux de ce dernier. Le premier que l'on peut apercevoir sur les photos, non loin du pigeonnier, ci-dessus. Il est facile de s'en faire une idée, tellement les photos et les cartes postales où il apparaît sont nombreuses. Le deuxième lavoir, certainement le plus ancien du Lauzet, se trouvait au quartier de Saint-Laurent et il était alimenté par les eaux de surverse du lac en partie basse des Sagnes. Si comme moi, encore quelques Lausetans contemporains ont pu connaître ce lavoir, aujourd'hui c'est malheureusement une chose impossible. En effet, le lavoir fut pitoyablement détruit lors des travaux pour un lotissement chimérique dans les années 2000. Préalablement, j'avais pu prendre une photo de très mauvaise qualité, certes, de ce lavoir dans le début des années 80. Si j'avais su que ce dernier serait détruit dans les années 2000, j'aurais certainement multiplié les clichés, les photos et les mesures de cet ouvrage qui, sans nul doute, fait partie du patrimoine historique du village. Ce lavoir était alimenté par un petit aqueduc souterrain qui captait les eaux d'écoulement du lac à leur sortie des Sagnes. Pour se faire une petite idée, ce lavoir était constitué ainsi.
À la sortie de l'aqueduc, les eaux étaient dirigées dans une petite cunette qui suivait la pente du terrain et dirigeait les eaux vers la rivière de l'Ubaye. De chaque côté de cette cunette était prolongée par de grosses pierres plates enfoncées dans le sol, l'endroit où les personnes du village pouvaient faire leur lessive. Pour la petite anecdote, savez-vous qu'à partir du XIIe siècle, la lessive, le gros linge, les draps, c'est ainsi qu'on disait, s'effectuait une seule fois dans l'année, généralement vers la fin avril, peut-être un peu plus tard au Lozé vu les températures et les hivers rigoureux. Le lac du Lozé et le patin à glace. Nous sommes dans les années 1900. La photo ci-dessous, 1905. Patin à glace sur le lac. Elle est issue du livre de Lucien et Marie Zemost intitulé Les cantons de Seine-les-Alpes. Nous apprenons l'existence d'un skating club lausétain, club de patin à glace, et de sa cocarde aux couleurs concentriques en rouge, vert et noir. La grande fête du patin avait lieu pour Mardi Gras. Ce n'est qu'après la Première Guerre mondiale, vers les années 1920, que commence à se développer le tourisme au Lozé. Il trouvera son apogée à partir de 1936 avec l'arrivée des congés payés. La mairie du Lozé, ayant très vite compris l'intérêt d'aménager son lac pour pouvoir attirer les touristes, débuta en début des années 50 à l'aménagement de ses abords. En 1953, la mairie entreprit donc les travaux d'aménagement d'une piscine ouverte sur le lac avec sa plage et la construction d'un bâtiment accueillant la buvette du lac et ses cabines pour pouvoir se changer. La photo que l'on voit apparaître est de Monsieur Poc, 1953, pendant les travaux de la piscine et les travaux de la buvette. L'inscription de la construction de la piscine, on la retrouve sur les bords de celle-ci. Dès que cet aménagement fut fini, on déposa une statue. Les locations de barques, par la suite, la location des pédalos feront le bonheur de milliers de touristes qui se croiseront et qui se succéderont au lac du Lozé. Dans un passage du film intitulé L'eau vive de François Villiers, sorti en 1958, une scène a été tournée au Lozé où l'on peut apercevoir l'attractivité des bords du lac du Lozé. Par la suite, en bas des remblais de la voie ferrée, la mairie aménagera des emplacements de camping et des sanitaires qui feront le bonheur de vacanciers qui viendront camper souvent durant un mois, juillet ou